Ah, c'est pas. Attends, veuillez demander l'autorisation. Ben ouais, ok. Bah, attends, je vois pas, Ben, moi, a priori, c'est bon. moi j'ai pas, en tout cas moi j'ai lancé l'enregistrement et donc on verra. Bah écoute, allons-y. Allons-y, voilà. Eh ben, on va se tutoyer parce qu'on se tutoie dans la vraie vie, donc on va Ah, pas, on on va va pas, on va continuer pas à diverger, hein. travailler dans la vraie vie parce qu'on est toujours dans la vraie vie. Bon, voilà, on y est toujours. Bon, salut Christine. Donc, tu es Christine Fourage, donc tu es responsable donc, du syndicat CGT de l'enseignement, des personnels de l'enseignement et de la formation privée. Ouais, c'est ça, Et voilà. donc, ben, écoute, merci de nous accorder. On va prendre 20 minutes hein, pour discuter ensemble par rapport à deux contributions que tu as faites récemment sur Miroir Social. La première, il y a une semaine, sur la façon dont étaient conduites les négociations, amenées les négociations dans le champ qui te concerne, donc l'enseignement privé, les organismes de formation. Et dans le contexte qui nous concerne, dans quelle mesure tu voyais un peu une forme de mauvaise foi ou d'une forme d'opportunisme de la part des directions dans leur façon d'amener le sujet de la négociation, on va dire, conjoncturelle hein, pour faire face à la crise, et dans quelle mesure il y avait un équilibre entre une forme d'opportunisme, il y avait une forme d'opportunisme, mais il y avait aussi, et peut-être beaucoup, une forme de panique aussi des directions qui amenait les choses pas de la bonne façon. Et donc, tu as publié là-dessus et ça serait intéressant de voir un peu comment tu mesures cet équilibre entre panique et opportunisme. D'accord. Alors moi je sais pas, c'est tout ce que je vois en fait, c'est que ça dépend pas de la taille de l'établissement, ça dépend, parce il y a des établissements que je qualifierais de vertueux dans les petits établissements et de moins vertueux dans les grands et inversement. Je pense que ça dépend plus d'une posture des directions et en analysant les choses, quand les directions ont de longue date une vraie direction des ressources humaines avec des professionnels, ça se passe beaucoup mieux. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que, et c'est pour ça qu'on avait fait en intersyndical une alerte, c'est que dans l'enseignement privé indépendant, certains employeurs en ont profité pour mettre les salariés au chômage partiel et en télétravail, c'est-à-dire qu'ils sont au chômage partiel, mais on les fait travailler quand même. Donc, évidemment, tout ça, c'est en négociation, hein. Mais je pense que ça fait partie quand même de la minorité de certains dans le secteur. Ce qu'on voit plus fréquemment, c'est des directions qui sont démunies. Alors, panique, je ne sais pas dans un premier temps, mais Attends, certainement. excuse-moi de te couper là, parce que là, ils sont vraiment hors la loi, c'est ceux qui font ça. Parce que là, il y a continuité pédagogique, et donc normalement, les organismes de formation ne sont pas éligibles au chômage partiel. Donc il y a clairement une entorse à la loi pour les entreprises et les organismes qui font ça. Bah, il y a clairement une entorse à la loi clairement, c'est un effet d'aubaine pour certains. C'est-à-dire que non seulement ils font travailler les salariés, mais en plus ils demandent le chômage partiel. Donc Et comment ils vont effectivement, passer à travers les gouttes? eh ben, écoute, ils vont passer à travers les gouttes. Si personne ne les dénonce auprès de l'URSSAF, bah, ils passeront auprès ou de l'inspection du travail. S'il n'y a pas de plainte de personne, ils passeront à travers les gouttes. Aujourd'hui, l'administration, et en particulier l'administration du travail, n'a pas, tu le sais très bien, elle n'a pas pouvoir pour sanctionner. Elle peut dresser des procès-verbaux, après il faut que des procès-verbaux et après il faut que ce soit suivi des faits ou pas. Donc la ministre du Travail, elle peut dire que c'est pas bien, elle peut dire que c'est pas moral, elle peut dire que c'est illégal. Et après, il faudra la prendre au pied de la lettre ou au pied du mur et savoir si effectivement elle poursuit. Si les pouvoirs publics poursuivent les employeurs peu scrupuleux. Ça, j'en sais rien. Tu vois. Donc à vous, vous avez lancé des alertes. Ah bah nous, on a dénoncé auprès de la fédération employeur, qui d'ailleurs nous a répondu qu'elle condamne, hein, et auprès de la ministre du Travail et de la ministre de l'Enseignement supérieur, puisqu'il s'agissait aussi d'établissements d'enseignement supérieur privés. Voilà. Ok, à suivre. Nous, nous, on a dénoncé, on a fait notre job. On soutiendra bien sûr tous les salariés, tous les syndiqués qui nous feront remonter ces alertes-là et on verra quelle suite on donne en fonction de la manière dont tout ça se construit, quoi, en fait. Ok.
À suivre. Je t'ai coupé là, ok. Ah, c'était un point important, hein. Ouais, bah, moi j'étais sur ce que tu disais, un petit peu l'idée, est-ce que c'est de la mauvaise foi, est-ce que c'est de la panique, est-ce que c'est du manque de savoir-faire, etc. Et moi je te disais que d'une certaine manière, je pense qu'il y a tous les établissements où il y a des vrais RH et des vrais DRH, et puis les établissements où c'est encore familial, où c'est soit associatif, mais soit ça a été créé par un fondateur, et la dimension direction des ressources humaines, elle n'est pas là. Et on a à la tête de ces ressources humaines des gens qui ne sont pas formés. Et il y en a beaucoup, en fait, dans l'enseignement privé. Enseignement privé hors contrat, de petite taille. Moi, je ne te parle pas des établissements qui, dès le premier jour, ont dit à leurs salariés, vous êtes en télétravail, on maintient, pour ceux qui ne sont pas en télétravail, on maintient le salaire, et ne vous inquiétez pas, il y aura une continuité. Mais c'est tout ce ventre mou d'établissements où il n'y a pas réellement une volonté de travailler avec les salariés sur les conditions de travail, sur une réflexion pédagogique. Tu vois. Ah, donc là, il y a panique pour eux. Pardon? Il y a panique pour eux. Pour eux, il y a panique. Pour eux, il y a effectivement, je pourrais te citer un exemple. J'ai une camarade qui travaille là dans un grand groupe, hein, qui, je dirais, admettons le lundi, on lui dit demain matin, vous êtes en télétravail. Elle se connecte. 3 minutes plus tard, on lui dit ah ben non, finalement, vous êtes en chômage partiel. Donc, elle se déconnecte. Elle a un nouveau mail lui disant qu'elle est en télétravail, un autre lui disant qu'elle est au chômage. Donc, elle va chez son médecin. Et elle reçoit un coup de fil à 11 heures pour lui dire non, mais reprenez le travail à 13 heures parce que vous êtes en télétravail. Ben voilà, on voit bien un vrai amateurisme. Et puis aussi une façon de considérer les salariés, parce qu'un salarié, il n'est pas. Enfin, il y a quand même des délais de prévenance, il n'est pas taillable et corvéable à merci si tu ne veux pas, comme ça, dans l'heure, voire dans la minute, lui dire tu viens pas, tu es au boulot, tu n'es pas au boulot. Il y a aussi une considération, une posture vis-à-vis des salariés qui n'est pas là, quoi. Mais là, Oui. l'exemple que tu donnais là, l'exemple que tu donnes, c'est en l'occurrence une grosse boîte a priori. Ah, c'est un grand groupe. Donc il y a une DRH, etc. Comme quoi, Ah, il même y a les grosses boîtes. une DRH, oui. Ouais. Ouais. Et les négos en cours là actuellement, ça tourne autour de l'adaptation, les jours de congé, les RTT qu'on va placer, etc. pour faire face un peu, notamment aux personnes qui ne peuvent pas télétravailler, hein, qui sont, on va dire, en confiné ou en chômage. Enfin, là, pour le coup, il n'y a pas de chômage partiel, mais Ah, les notions, il y a vraiment la notion de jour de. Vas-y. il peut y avoir du chômage partiel dans certains établissements d'enseignement privé indépendant, normalement pas dans les organismes de formation. Mais effectivement, il peut y avoir du chômage partiel sur les fonctions support ou administratives, pas sur les enseignants, puisqu'il y a continuité pédagogique. Alors nous, les négos, enfin, il y a à la fois les infoconsultes du CSE, sur chômage partiel et sur télétravail, et puis des négos qui se mettent en place un petit peu partout sur les jours de congé et les RTT suite à l'ordonnance qui permet effectivement, moi j'ai envie de dire, de piquer allègrement, parce que je suis syndicaliste, 6 jours de congé payé aux salariés. Parce que quand je dis piquer allègrement, parce que des fois ça ne se justifie pas. Si je prends l'exemple de l'enseignement privé indépendant, donc ex hors contrat, on a des boîtes qui ont finalement des produits constatés d'avance. C'est des établissements qui sont subventionnés par l'État, les collectivités territoriales, et qui vivent des frais de scolarité, parfois même très élevés, des étudiants, donc qui maintiennent la continuité pédagogique. Donc les rentrées d'argent, elles sont là. Elles sont là momentanément. Je ne dis pas qu'elles ne vont pas connaître des difficultés financières dans 2 mois, 3 mois ou pour la prochaine rentrée. En tout cas, leur trésorerie doit leur permettre de maintenir l'activité
et de payer intégralement les salariés qu'ils mettent malgré tout au chômage partiel. Donc moi, pour certains, je pense qu'il y a à la fois un effet d'aubaine et une très 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 mauvaise idée de vouloir forcer les gens à mettre les congés payés maintenant. D'abord, tous les enseignants qui sont en continuité pédagogique sont épuisés. Moi, j'ai remonté des collègues qui me disent, mais d'abord, on n'avait pas forcément les outils, il a fallu qu'on se forme, qu'on s'auto-forme et qu'on prenne un temps fou pour s'auto-former. Évidemment, ça, c'est du temps de travail que les directions ont oublié de comptabiliser. C'est un secteur très précaire dans l'enseignement privé indépendant, donc on a beaucoup de collègues qui sont multi-employeurs, autant d'employeurs, autant de plateformes. Le suivi des étudiants et faire un cours en distanciel, c'est pas faire un cours en présentiel, donc c'est repenser tout le rapport pédagogique, tout le rapport aux étudiants. Et le suivi des étudiants prend énormément de temps parce que tout le monde est paniqué. Enfin, les jeunes sont beaucoup plus démunis qu'ils ne le sont quand ils ont leur enseignant en face à face. Donc, ça leur demande un temps énorme, en fait, énorme. Et je vois, moi, plutôt des gens qui paniquent, enfin, des enseignants qui paniquent parce qu'ils se couchent à 23 heures et ils ont l'impression de ne pas avoir eu le temps de travailler correctement. Mais même, donc, c'est pas simplement pour le personnel administratif, mais donc à ces enseignants qui assurent la continuité pédagogique, l'idée, c'est de leur sucrer également les jours de congé? Ils sont… Ah bah écoute, oui, 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 pour certaines boîtes, dans certaines boîtes, oui, c'est Ça, c'est dans les clous, ça? pardon, Ça, c'est dans les clous, ça? mesure exceptionnelle, même s'il y a télétravail, on va pouvoir Ouais, ouais, clair. effectivement soit reporter, soit avancer. Moi, j'ai même vu, je ne vais pas citer de nom là, mais j'ai même vu un projet d'accord où là aussi dans une boîte, enfin, à Pignon-sur-Rue, une école d'ingénieurs qui normalement, enfin c'est un groupe, devrait savoir ce qu'elle fait, qui avait prévu de faire un accord concernant les RTT et les congés payés jusqu'en mars 2021. Voilà. Pas mal. Ouais, Ah, ok. pas mal. Ju- Donc, A priori, ouais, ouais. ce que tu disais, a priori, quand les accords, ils arrivent aussi, on fait fi aussi de la forme. Enfin, maintenant, on est dans un mode de négociation, on va dire, dégradé ou différent, c'est-à-dire c'est par visio, etc., qu'on va négocier. Et ce que tu dis à tenir, c'est, tu dis que la négo, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on appelle à signer, point à la ligne, avant tout, et en faisant fi de la forme. Et toi, pour toi, la forme, elle reste importante, la forme de la négo, quand bien même elle se passe en visio, elle reste importante et il faut la spécifier et en convenir des modalités de cette forme dégradée. Même quand bien même elle est dégradée, elle doit être, elle doit être éclairée, quoi. Enfin, voilà, ça doit être… Moi, je dirais même, ouais. c'est justement parce qu'elle est rendue beaucoup plus compliquée par l'utilisation de la visioconférence qu'il faut être extrêmement attentif sur la notion de loyauté et Mmh. effectivement faire en sorte que les négociateurs, les délégués syndicaux, les délégations syndicales, mais aussi les CSE quand ils sont consultés, aient l'ensemble des documents écrits, précis, nous dit le Code du travail, qui leur permettent soit de négocier, soit d'avoir un avis éclairé. Beaucoup de projets d'accord d'entreprise ou de consultation du CSE commencent par au vu des difficultés économiques. Moi, je ne sais pas s'il y a des difficultés économiques. Les directions ne le prouvent pas. Au vu de des circonstances exceptionnelles, etc., etc. Rien n'est juste. Enfin, aujourd'hui, c'est comme si beaucoup de directions s'imaginaient exemptées du travail de fond, d'information, qu'ils doivent faire auprès des représentants du personnel, qu'ils doivent aux salariés, qu'ils doivent faire et qu'ils doivent aux salariés. Sur le chômage partiel, on voit des demandes de consultation où on ne sait pas combien de temps va durer le chômage partiel approximativement. On ne leur demande pas d'être voilà, à l'unité près. On ne sait pas combien de temps. On ne sait pas combien d'heures sont concernées. On ne sait pas combien de salariés sont concernés. On ne sait rien. Donc, comment est-ce que les élus peuvent se déterminer? Et ce n'est pas sérieux
et ça permet pas d'avoir confiance en sa direction. Donc, on a besoin quand même d'un minimum de confiance dans le dialogue social, si dialogue il doit y avoir. Sinon, ça fonctionne pas. Pour autant, il y a un truc dont on avait parlé, et ça, je l'ai en magasin dans mes notes parce que je le garde en magasin, mais là, tu vas en parler. Enfin, dans quelle mesure c'est pas, il y a pas une petite contradiction par rapport à ce que tu dis, où tu disais, par exemple, sur l'information consultation, tu disais qu'il y a sur l'information sur les comptes annuels. Pour toi, tu disais, ouais, il y avait peut-être matière à décaler, à reporter, parce que les élus ne sont pas en condition actuellement, ou pas la tête, à appréhender l'analyse des comptes annuels. Alors, il y a sûrement une nuance par rapport à ce que tu dis. Toi, tu dis, je ne veux pas dire forcément la même chose, mais tu vois, quand tu dis, dans le cas des négociations sur les mesures, on va dire, conjoncturelles qui peuvent être prises actuellement, et les employeurs ne sont pas en mesure de nous apporter la preuve que, dans quelle mesure c'est justifié, et le fait de dire, il y a peut-être aussi matière à décaler l'information consultation sur les comptes annuels, l'analyse des comptes. C'est quoi un peu, comment tu... Sur l'analyse des comptes, sur la politique sociale, sur Ouais, la gestion prévisionnelle, etc. Tu vois, y compris même aussi sur éventuellement tout ce qui est des modalités du bilan prévention, enfin tout ce qui peut être aussi santé au travail. Dès lors où déjà ce type de consultation suppose que les élus peuvent avoir recours à un expert. Comment tu vas voter une mission d'expertise aujourd'hui? Ah, tu peux toujours la voter, mais comment la rendre euh, efficace, effective, quand l'expert va avoir des difficultés à avoir accès aux documents, ne peut pas se rendre sur... les élus et l'expert ne peuvent pas se rendre sur le lieu de, enfin, dans l'entreprise. Et si je prends par exemple l'analyse des comptes, hein, la politique, la consultation sur la politique financière, économique et financière, euh, ça mérite déjà en temps normal, j'ai envie de dire, des préparations entre les élus, des réunions de préparation. C'est une consultation qui est difficile techniquement, où il y a beaucoup de, il y a tout un travail pédagogique entre élus à faire. On est plus ou moins, c'est plus ou moins facile de lire les comptes de l'entreprise. Quand on a une mission d'expertise, l'expert, il est là aussi pour faire œuvre de pédagogie, et ça se construit, ça se nourrit tranquillement. Or, il n'y a pas nécessairement urgence de faire ces consultations aujourd'hui, alors que les élus n'ont pas le temps ni la possibilité d'échanger entre eux et de construire en fait leur argumentaire et leur analyse. Je pense qu'on peut très bien surseoir à ce type d'analyse. C'est pas la peine de forcer les choses, hein, à ce type de consultation, et faire en sorte que ça se passe dans les meilleures conditions possibles, quoi. Moi, je distingue bien, c'est ce que tu disais, hein, je distingue bien. Bon, l'info consulte sur le télétravail, sur le chômage partiel, parce que là, on n'a pas trop le choix. Mais info consulte avec quand même les documents nécessaires à éclairer la vie des élus, et puis tout ce qui est les consultations récurrentes sur lesquelles qui nous demandent du temps, qui demandent aux élus du temps en règle générale. Et y a-t-il vraiment urgence à consulter, même si c'était prévu au calendrier, aujourd'hui, les élus? Alors après, tout dépend aussi de l'évolution économique de l'entreprise. Si à un moment donné, il y a des alertes, ben, il appartiendra à l'employeur d'en aviser les élus, quoi. Ok, mais ça n'exonère pas l'employeur de donner, dans le cadre des négociations actuellement sur les jours de congé, etc., d'objectiver économiquement le pourquoi du comment, pourquoi il est amené à mettre sur la table les mesures proposées, quoi. Bien sûr que ça n'exonère pas, Ouais. d'autant plus que nous, derrière, on peut aussi avoir des revendications comme je te le disais tout à l'heure, hein, dans l'enseignement. Alors, la formation, c'est autre chose, mais l'enseignement privé indépendant, je disais, bon, c'est des produits constatés d'avance. Si on ne nous fait pas la preuve de difficultés économiques, bah, nous, on a des revendications, même en l'absence de preuves, hein, des revendications sur le maintien du salaire à 100%, donc la prise en charge des 16%. D'accord. Euh,
pour les collègues en chômage partiel, par exemple. Donc, si tu n'as pas ces éléments-là, comment tu peux construire une action syndicale parce que notre rôle, quand même, je le rappelle, malgré tout, en temps exceptionnel d'urgence, c'est de défendre les intérêts de la communauté de travail. Donc, on est toujours dans notre rôle. Alors, dans ce cadre-là, est-ce que là, tu me disais, est-ce que vous avez eu des retours sur la capacité des directions à accepter que les syndicats puissent accéder aux outils de communication, à la liste de diffusion pour toucher l'ensemble des salariés de l'organisme, de l'entreprise et pouvoir irriguer, à défaut, de pouvoir, enfin, voilà, la liste de diffusion, l'accessibilité de cette liste de diffusion en mode avec un. Voilà. Est-ce que tu as des retours là-dessus sur Alors, la demande qui a été faite et les retours des directions? bon, là, partout où il y avait un usage, même s'il n'y avait pas d'accord d'entreprise, où il y avait un usage, l'usage perdure, il n'y a pas de souci. J'ai un retour, effectivement, toujours le même gros organisme qui fait à la fois de la formation et de l'enseignement privé indépendant, celui qui dit aux salariés, tu es au chômage partiel, puis tu es en télétravail, etc. Eh bien, nous avons fait valoir que pour le moins, il fallait qu'on puisse avoir, dans ces circonstances exceptionnelles, qu'on puisse communiquer auprès des salariés, que l'info syndicale devrait leur apporter, leur arriver plus exactement. La réponse a été non, pas question. Alors nous, on prend nos responsabilités. On a quand même communiqué, on a passé outre en disant, écoutez, c'est des circonstances exceptionnelles, vous savez nous trouver par visioconférence ou par mail quand ça vous arrange, parce que vous en avez besoin. Eh bien, nous, on communique quand même auprès des salariés. Donc, le DRH nous a répondu qu'éventuellement, il nous poursuivrait devant les tribunaux compétents. Mais on l'attend. Les autres syndicats ont fait pareil? Ou alors Non, s'il n'y a que vous qui avez réagi? non, les autres syndicats n'ont pas fait pareil, à ma connaissance. En tout cas, la Sans dévoiler le nom, c'est combien de salariés? C'est au 3 niveau 000, du. 3 000, un peu plus de 3 000 salariés. Ah ouais. Et Tu vois donc la vous aviez qualité du accès. dialogue social, quoi. Très très Voilà. bien. Ouais, non, mais c'est clair. Ouais, ouais. Ok, il y avait quand même une petite menace à la clé. Ah oui, il y a une menace, mais elle ne me fait pas peur. Ouais. Et Franchement, vous allez continuer. non seulement on va continuer et si cette direction s'entête, je pense que une fois cette urgence sanitaire passée, symboliquement, je pense qu'elle se trompe de vouloir aller auprès des tribunaux là-dessus. Je pense que c'est pas ça. Comme dirait l'autre, ça fait mauvais effet. Tant pis pour elle. Il peut y avoir la bonne foi qui peut jouer là-dedans, hein, Voilà. Voilà. c'est clair. Ouais. Pour terminer, on en avait parlé, sur l'information consultation, tu as parlé de télétravail. Et là, dans le billet que tu as publié ce matin, là, tu parles auquel le télétravail généralisé, il s'impose 5 jours sur 5 pour une partie des salariés. Et ça vaut au-delà de l'enseignement privé. Hein. Ce n'est pas une raison de tout accepter, accepter tout et n'importe quoi. On voit effectivement potentiellement des débordements. Comment tu vois un peu les choses là-dessus? Alors, j'avais commencé un petit peu à le dire. Ouais. Avant le confinement, dans certaines entreprises, il y avait déjà des accords de télétravail, donc les choses devraient continuer à rouler. C'est peut-être un petit peu compliqué, mais pas impossible si on est de bonne composition à se retrouver pour négocier des accords de télétravail qui fixent les choses, quand est-ce qu'on se connecte, à quel moment est-ce qu'on peut être joint, etc., qui est quand même attentif au fait que les gens ne sont pas complètement et tout le temps devant leur ordinateur, parce qu'aujourd'hui, télétravail et garde d'enfants, c'est pas réglé non plus, cette histoire-là. Hein. Donc, il y a quand même parfois des contraintes en termes aussi de matériel, d'utilisation du matériel. Ne serait-ce que à la RATP, ils ont obtenu une indemnité qui permet de couvrir le surcoût lié à l'utilisation de leur matériel, électricité, etc. Bon, il y a tout, j'ai envie de dire, il y a tout ce... Allez, RATP, hein, parce qu'il y a Ouais. aussi les caisses de sécu aussi. Il y a tout ce contexte, on ne fait pas n'importe quoi dans de n'importe quelle manière. Alors, si un accord d'entreprise n'est pas possible, il faut savoir que le télétravail, normalement, il faut l'accord des deux.
Il faut l'accord de l'employeur et l'accord du salarié. Le télétravail peut être refusé par un salarié, ce n'est pas une cause de licenciement. Imagine que tous les salariés de France disent « Ah ben nous, on n'en veut pas du télétravail », ça serait quand même, on serait un peu dans la merde quand même. Hein. Donc, qu'il y ait effectivement un protocole écrit qui soit discuté et négocié avec les salariés, présenté au CSE si on ne fait pas un accord d'entreprise, mais que les choses soient équitables, rationnelles, intelligentes et permettent à ce qu'il n'y ait pas d'abus. Nous, on demande juste une chose, hein, que ce soit encadré et que les conditions de travail des salariés soient protégées parce que moi, tout ce qui me remonte, ce que je te disais tout à l'heure, c'est vraiment la difficulté à ne pas être en permanence devant son ordinateur, à répondre aux sollicitations, soit des étudiants, soit du chef de service, soit de la maintenance informatique quand on est ingénieur réseau. Enfin, tu vois, parce qu'on a envie que ça marche. Moi, ce que je vois, c'est que les boîtes, elles tournent parce que les salariés ont envie que ça marche aussi. Je veux dire, tout le monde est là en train de se dire, non mais effectivement, c'est notre outil de travail et on le défend. Mais pas à n'importe quel prix quand même. Pas à n'importe quel prix. Entendu. Et Ah, si je peux me ouais. permettre, j'ai un petit message à faire passer. J'ai été contactée par les modèles, une association des modèles vivants dans les écoles privées d'art, tu vois, les gens qui posent. Mais c'est vrai pour les modèles vivants, c'est vrai aussi pour ceux qu'on appelle les vacataires qui travaillent à l'heure, mais en tout cas, s'agissant des modèles vivants. Aujourd'hui, leurs contrats sont suspendus, voire annulés. Donc, c'est des salariés qui ne sont pas mis en chômage partiel et qui n'ont plus de ressources parce que certaines écoles d'enseignement privé, mais aussi partout où elles travaillent dans les structures publiques, mettent fin à leur contrat et se retrouvent sans revenu du tout. Et on ne fait pas les déclarations au chômage partiel. Et donc voilà, là, il y a vraiment une grosse alerte sur cette catégorie de professionnels. Et donc nous, on va effectivement voir comment les organiser et puis demander à ce que les établissements reviennent à de meilleurs sentiments, mais si tu peux relayer leurs besoins immédiats, quoi. C'est même pas des revendications, c'est de se dire, mais voilà, comment ils vont survivre, tout simplement. Ça représente combien de personnes, ça, j'ai du mal à… On a du mal, effectivement, je suis incapable, ils ne sont pas nombreux, effectivement. C'est aussi pour ça que c'est une profession qui est extrêmement c'est difficile, elle est difficile à l'organiser. Quand je dis mal organisé, c'est peut-être pas ça, c'est parce que c'est des précaires, donc c'est pour ça aussi que c'est des professions qui s'organisent difficilement, quoi. Voilà. Ok, message passé. Bah, écoute, merci Christine, et puis j'espère Et qu'on renouvelera l'exercice, hein, c'est intéressant. bah, une prochaine. Donc, Bah, merci à toi. ok.